Dans ce tutoriel sur Photoshop, je vous présenterai comment effectuer une balance de blanc ou une correction chromatique qui permet de revenir regagner l'ensemble de la gamme des couleurs disponibles dans l'histogramme. Vous voyez ici une photo qui tire plutôt sur le jaune. Donc j'ai un problème avec l'appareil photo, il y a eu un mauvais équilibrage des blancs lors de la prise de vue. Et ça se voit sur l'histogramme. Donc l'ensemble de mes informations de couleurs sont plutôt dans les tons foncés. Et j'ai aucune information de couleur, donc aucune couleur dans les tons les plus clairs. Donc qu'est-ce que je vais venir faire? Avec 3 étapes assez simples, je vais venir rééquilibrer la palette de couleurs ou la gamme de couleurs ici. Et ça va corriger par le fait même le ton jaune de ma photo. Tout d'abord, pour effectuer cette opération-là, j'ai besoin de trouver le point le plus sombre de ma photo. Pour ce faire, je vais utiliser un calque de seuil et je vais venir amener mon curseur complètement à gauche. Et progressivement, je vais venir donc amener mon curseur vers la droite en montant mon niveau de seuil. Ça me permet en fait de venir faire apparaître un premier regroupement d'éléments noirs. Donc, je vais juste vérifier qu'il n'y en a pas ailleurs. Donc, un premier regroupement d'éléments noirs qui me permet de localiser le pixel le plus sombre de ma photo. Ou en fait, le cluster ou le regroupement de pixels les plus sombres. Je vais venir utiliser l'outil échantillonnage de couleurs pour venir me placer un échantillon de couleurs à cet endroit-là. Donc, quand j'ai trouvé mon point le plus sombre, je vais trouver le point le plus clair de mon image. Je vais procéder de la même manière. Par contre, je vais démarrer vers la droite et je vais progressivement ramener mon curseur vers la gauche jusqu'à temps qu'un premier élément de couleur blanc vienne apparaître. Dans notre cas, on peut voir que c'est le cou de la chèvre qui est le plus pâle. Bien entendu, c'était assez évident que ça allait être dans cette zone-là. Par contre, j'ai pas une zone aussi nette d'éléments blancs qui apparaît. Donc, je vais devoir faire un choix approximatif qui pourra être révisé en fonction de l'effet obtenu. Donc, si je veux y aller progressivement, j'ai juste à venir cliquer sur mon niveau de seuil et je peux augmenter et réduire par à coup l'élément. Qu'est-ce que je veux? C'est une zone qui se définit bien comme étant une zone assez pâle. On pourrait la retrouver ici, la retrouver là. Ça semble être des zones qui ont le même ton ou une pâleur assez équivalente. Donc, je vais venir prendre ma deuxième mesure ici avec mon outil d'échantillonnage de couleurs. Je vais enlever mon calque de seuil. Donc, je vais double-cliquer sur ma main pour recadrer ma fenêtre en entier. Et je vais venir commencer à ajuster mes courbes de niveau. Il existe plusieurs techniques pour faire la même chose. Dans mon cas, je vais utiliser les courbes, mais je pourrais utiliser le seuil d'ajustement de niveau qui donnerait un résultat similaire. Donc, je vais utiliser courbe. Donc, je vais venir dans ma première courbe que je vais appeler noir. Je vais venir sélectionner ma pipette noire ici et le point le plus noir que j'ai trouvé sur ma photo. Donc, je vais venir demander à Photoshop de recalculer le point le plus noir à partir de celui-ci. Je vais procéder de la même manière pour mon point le plus clair. Donc, je vais réutiliser une autre courbe que je vais appeler blanc. Et cette fois-ci, sur la courbe blanche, je vais utiliser la pipette blanche pour venir donc sélectionner le point le plus clair de mon image. Donc, j'ai déjà un résultat assez intéressant. Donc, si j'éteins mes deux calques d'ajustement, vous voyez le ton très jaune de ma photo. Si j'applique le blanc et le noir, vous voyez que j'ai gagné en termes de profondeur. J'ai aussi donc une photo qui vient remplir l'ensemble de ma gamme des nuances possibles, c'est-à-dire des plus sombres jusqu'au plus clair. Donc, j'ai équilibré un peu mieux ma photo. Par contre, il y a encore une dominante de jaune à l'intérieur de ma chèvre, je le vois bien. Et sur le bois, ça aussi, c'est assez apparent. Puis, si on regarde sur le béton, on le voit, on le remarque aussi. Donc, pour venir corriger ça, je vais corriger et je vais replacer ce qu'on appelle le ton moyen ou le moyen gris. Donc, l'entre-deux. Donc, à l'intérieur de mon histogramme, je vais essayer de trouver qu'est-ce qui représente
le ton qui vient entre le noir et le blanc pour venir relocaliser correctement mon histogramme. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que pour trouver le blanc et le noir. Donc, je devrais me créer un calque vide, temporaire que je vais effacer par après. Je vais aller dans Édition, je vais faire Remplir, et je vais le remplir avec 50% de gris. Je vais sélectionner 50% de gris, et je vais faire OK. Donc, je vais venir remplir ma photo de gris, donc faire attention de ne pas remplir la photo, mais bien le nouveau calque. Et je vais changer son mode de fusion pour le mode différence. Ce que ça va permettre de faire, c'est que je demande à Photoshop de faire une soustraction des pixels gris avec qu'est-ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire l'arrière-plan et les éléments équilibrés. Qu'est-ce que ça donne en fait? C'est que ça donne que je suis en mesure de trouver maintenant les tons gris, puisque gris moins gris devrait donner 0, c'est-à-dire complètement noir. Sinon, les autres tons vont être négatifs ou positifs. D'où l'aspect un peu étrange de ma photo présentement. Par contre, si je prends mon calque de seuil et que je viens le repositionner par-dessus pour qu'il voit l'ensemble des éléments en dessous, et que je reviens sur mes propriétés, de mon calque de seuil, vous voyez, mon histogramme a changé complètement, et ça va me permettre de trouver les points noirs de ma nouvelle image, en fait, de mon image qui, pour l'instant, essaie de faire une balance de gris. Donc, j'ai plusieurs points, et là, j'ai pas de regroupement vraiment clair du point qui est normalement, qui est supposé être noir. Désolé, j'ai juste replacé ma fenêtre pour montrer un peu mieux. Donc, j'ai un regroupement qui n'est pas super évident pour savoir quel est mon ton moyen. Donc, je vais vérifier en ouvrant, fermant mes seuils, et je peux voir que à côté de la patte de ma chèvre, j'ai plutôt des éléments qui, dans ce cas-ci, je suis assez chanceux parce que j'ai un vrai gris dû au béton sur le plancher. Donc, je vois des éléments qui sont assez gris ici et à l'intérieur, donc de mon coin en bas. Donc, si je vérifie en jouant un peu avec mes seuils, je peux essayer de localiser. Donc, un point gris, ça sera peut-être pas parfait. Donc, si c'est pas parfait ou si je trouve que ça demande de la correction supplémentaire, ben, je rechangerai mon point. Donc, je peux utiliser soit le bas de la patte dans ce cas-ci, ou bien j'ai quand même un bon coin de pixels ici qui devrait faire l'affaire. Donc, je vais venir me prendre un échantillonnage de couleurs. Donc, vous voyez, quand j'ai mon curseur normal de Photoshop, il m'indique que j'ai eu la pipette d'échantillonnage. Par contre, je trouve que mon pointeur n'est pas assez précis, c'est-à-dire que c'est un peu difficile de savoir est-ce que c'est la petite cible ou le bout de la pipette qui est mon pointeur. Alors, je peux appuyer sur Fix Match pour mettre en mode pointeur de précision dans Photoshop. Le problème avec ce pointeur-là, c'est que j'ai aucune idée de l'outil que je suis en train d'utiliser, ni même s'il y a une dimension de brosse, ben, je ne verrai pas la dimension, pardon, là, je prends juste des outils qui n'ont pas de dimension de brosse. Mais donc, par exemple, si j'ai un outil de sélection qui est normalement avec une dimension de brosse, je ne la verrai pas. Donc, c'est un peu le désavantage, c'est que je ne vois pas la dimension de ma brosse. Par contre, pour venir prendre un échantillon de couleur, le mode de précision peut être remarquablement pratique. Donc, je vais venir me prendre un échantillon ici. Si j'éteins, vous voyez, là, je suis pas mal dans un vrai gris, par ailleurs. Je suis assez chanceux puisque dans cette image-là, j'ai un vrai gris. Donc, je vais venir éteindre mes deux calques ici et m'ajouter un troisième calque d'ajustement de courbe que je vais appeler gris. Ce calque-ci, je vais utiliser la pipette grise pour venir sélectionner mon point. Et vous voyez, là, l'ensemble de mon béton devient beaucoup plus gris. J'ai perdu énormément de la dominante de jaune qui est à l'intérieur de ma photo. Donc mon gris est vraiment gris, ma chèvre prend une meilleure couleur et j'ai perdu l'ensemble du jaune qui était à l'intérieur de mon bois, qui était ici. Donc avant et après. Il est possible de faire les mêmes ajustements, donc je peux me débarrasser de mes deux calques. Ensuite, il est possible de faire les mêmes ajustements sur un seul et unique calque. Donc vous voyez, si j'éteins mes trois calques d'ajustement et que je fais un ajustement de courbe ici avec mon point blanc, avec mon point noir, donc là je suis un petit peu moins précis, et avec mon point gris, ici. Donc vous voyez, j'obtiens, donc si par exemple je fais, je vais l'appeler couleur, celui-ci.
couleur, pardon. Mon calque de couleur, si je l'enlève et que je remets les autres, j'obtiens un ajustement assez similaire. Pourquoi je préfère le faire sur 3 calques différents? C'est que pour des raisons d'ajustement d'image de manière un peu plus précise, je peux vouloir venir abaisser le taux d'ajustement de mon gris, de mon blanc et de mon noir en venant manipuler l'opacité de mes calques. Donc si je veux que l'ajustement de gris soit un peu moins fort, parce que dans ce cas-ci, je trouve qu'il tourne un peu trop sur le vert, je peux venir lui donner donc une opacité moindre pour quand même que la présence du jaune soit là, puisque l'éclairage était somme toute assez jaune dans la scène. Donc je peux venir réduire la force de l'ajustement de mon calque. Tandis que lorsque je le fais sur un seul calque, si je viens changer la force d'ajustement, je viendrai changer la force d'ajustement complète de mes 3 teintes. Donc j'ai moins d'opportunités de contrôler précisément la gamme des gris, des blancs et des noirs. Donc ici, je vais effacer mon calque d'ajustement pour ma couleur. Et je vais remettre donc mes 3 calques d'ajustement noir, blanc et gris. Donc vous voyez, mon image, elle est beaucoup plus intéressante que l'image d'origine, qui était plutôt jaune. Et donc, ça me permet d'avoir un histogramme qui reprend l'ensemble de mes couleurs et qui place correctement les niveaux. Bien entendu, il y aura d'autres ajustements qui seraient possibles en termes d'ajustement chromatique, mais c'est quand même un travail qui est assez rapide et qui permet d'obtenir une photo beaucoup plus intéressante. Ensuite, dans cette photo-là, en termes de correction, je pourrais vouloir corriger la netteté de mon image. Donc, vous voyez ici, le nez de ma chèvre est un peu flou. Pourquoi? Ma mise au point est quand même relativement bien faite. C'est plutôt mon objectif qui n'était pas assez précis. Donc, c'est la qualité de l'objectif qui, dans ce cas-ci, est à revoir. Donc, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir utiliser le filtre de netteté optimisé pour redonner un peu de netteté à ma photo, pour lui donner un peu plus de piquant. Donc, je vais convertir mon calque d'arrière-plan en objet dynamique, ce qui me permettra de voir l'ensemble des filtres que j'applique et de les recorriger. Je vais aller dans Filtre, Renforcement, et je vais utiliser le fil de netteté optimisé. Le fil de netteté optimisé, lorsque je prends l'ensemble des paramètres, permet de venir regagner, donc d'ajouter de la netteté sur notre image. Donc là, par défaut, le paramètre varie, dépendamment de la dernière photo que vous avez faite. Donc juste pour vous montrer l'effet, si je le monte à 500% avec donc un rayon, dans ce cas-ci, un rayon d'un pixel, mais je peux monter le rayon pour que vous voyez mieux l'effet. Photoshop va essayer de déterminer les contrastes entre les éléments pour faire ressortir, pour faire regagner de la netteté à mon image. Dans ce cas-ci, à 500% avec un pixel de 12, donc un ajustement, un rayon de 12, ça fait des ajustements beaucoup trop forts. Là. Vous voyez bien que ça n'a pas aucun bon sens en termes d'image. Par contre, si je réduis pour cette photo-ci le rayon autour de 1 pixel, donc allons-y approximativement à 1. Et puis, si je réduis le gain aux alentours de 120-130%, j'obtiens un résultat qui est beaucoup plus intéressant que la photo d'origine. C'est-à-dire que j'ai sur le nez de ma chèvre, puisque c'est le point de repère là, que j'ai utilisé pour vous le montrer, donc j'ai un peu plus de détails dans le poil de l'animal, donc un petit peu plus de netteté. Par contre, je n'ai pas d'artefacts ou je n'ai pas d'objets qui apparaissent ou de couleurs un peu étranges qui viennent apparaître dans les détails. Je fais juste relever un peu le niveau de précision ou les contrastes à l'intérieur des fins détails, sans changer la luminosité, sans changer les contrastes globaux de mon image. Donc, je suis vraiment allé sur juste les paramètres de gain sur la netteté de mon image. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut utiliser les flous gaussiens ou le flou d'objectif. Dans ce cas-ci, c'est peut-être un peu plus approprié d'utiliser le flou d'objectif comme paramètre, puisque je sais pertinemment que le flou qui est produit, c'est dû à mon objectif. Par contre, la correction entre les deux, dans ce cas-ci, ne fait pas une grosse différence. Le flou directionnel, on va l'utiliser quand on a un petit mouvement dans notre appareil, donc on a bougé lorsqu'on a pris une photo à un peu trop basse vitesse, et qu'on est capable de déterminer quelle est la direction de ce flou de mouvement. Donc on va utiliser l'outil de direction pour donner le degré.
Donc qu'on fasse flou d'objectif ou flou gaussien dans ce cas-ci, ça donne relativement le même résultat. Donc, comme j'ai un calque, en fait que j'ai converti mon calque en objet dynamique, je vais voir, une fois que ça va être appliqué, mes filtres dynamiques nettés optimisés d'appliquer. Donc qu'est-ce que je peux faire, c'est que je peux venir le désappliquer si je veux vérifier le résultat avant, et puis venir réappliquer donc ma netteté pour constater le changement. Et je pourrais, si je double-clique sur le filtre netteté optimisé ici, en changer ses paramètres. Donc ceci me permet d'obtenir donc assez rapidement une photo de meilleure qualité, un peu plus nette, mais surtout avec une correction chromatique complète. C'est ce qui termine le tutoriel sur la correction chromatique. Vous avez vu, j'ai utilisé donc en 3 étapes une correction des blancs, des noirs et des gris pour ramener mon image et surtout ramener la gamme complète de l'image. Et puis j'ai utilisé le filtre de netteté optimisé pour améliorer un peu le traitement ou le piqué de l'image pour corriger le problème que mon objectif a causé.